Muy buenos días a todos. Les pedimos disculpas por los minutos de retraso, pero hemos tenido que ajustar la posibilidad de hacer la traducción. En primer lugar, quisiera darles las gracias, dar la bienvenida a todos y desde luego la bienvenida a los profesores que hoy nos van a acompañar y que nos van a ilustrar, ¿no?, con la experiencia francesa en materia de reparación de daños. En nombre del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, la Universidad del Desarrollo, representado por el profesor Renzo Munita, que hoy nos acompaña, que está aquí, y en representación del Centro de UC de Riesgos y Seguros, que nos hemos unido, coordinado, gracias a la generosidad del profesor Renzo Munita, para poder organizar este workshop. Vamos a también darle la bienvenida a los profesores Vincent Rivolier, que es profesor de la Universidad de Savoie, Mont-Blanc, y que nos va a exponer sobre la reparación del daño corporal en Francia, la evolución del derecho francés en los últimos 20 años, nomenclatura de los perjuicios y multiplicación de los tipos de daños extrapatrimoniales, y por lo tanto su presentación va a tener por objeto ilustrarnos sobre la inmensa experiencia que tiene Francia en reparación de los daños, siendo desde luego el país, ¿no es cierto?, con la mayor evolución en el mundo en esta materia, no cabe duda, ¿no? Y en segundo lugar, les voy a presentar al profesor Christophe Quezel-Entrenas, que también es profesor de la Universidad Savoie-Mont-Blanc, que va a exponer sobre la pluralidad de causas en el derecho francés, también relacionando los temas de causalidad y daños que son parte del proyecto Fondesit que lleva el profesor Renzo Munita y dentro del contexto del cual se desarrolla esta actividad. Vamos entonces a darles la bienvenida, agradecerles que nos acompañen. Vienen de un clima nublado y lluvioso, hoy los recibimos exactamente en su mismo ambiente, lamentablemente no pudieron ver el sol, pero esperamos que así pueda ser en los próximos días en nuestro país. Vamos entonces a darle la palabra en primer lugar al profesor Christophe, que nos va a exponer sobre la pluralidad de causas. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Merci à tous pour votre présence. Je suis très honoré d'être ici à Santiago aujourd'hui et de pouvoir vous parler. Et je remercie vraiment du fond du cœur la professeure Carmen Dominguez et le professeur Renzo Munita pour leur aimable invitation. J'ai eu l'occasion de voir l'un et l'autre en France et je suis vraiment très heureux de les retrouver ici au Chili pour quelques jours de travail et pour ce séminaire. Je vais donc vous parler de la pluralité des causes en droit français. Et il me semble qu'évoquer la pluralité des causes, c'est une sorte de paradoxe, puisque en réalité, la pluralité des causes d'un dommage, ce n'est pas une situation spécifique. Chaque dommage a de multiples causes. Que l'on se focalise sur les chaînes de causalité, ce que l'on pourrait appeler la causalité linéaire, les causes qui s'enchaînent les unes les autres, ou sur les conjonctions de causes, ce que l'on pourrait appeler la causalité collatérale. Ce qui est vrai pour les dommages l'est par ailleurs pour chaque événement. Si je vous parle ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer mon estimé collègue Renzo Munita lors de la préparation de sa thèse à Grenoble, de rencontrer mon estimé collègue Carmen Dominguez lors d'une de ses visites en France et à l'université Savoie-Mont-Blanc, parce que les grèves en France ne m'ont pas empêché de prendre mon avion, parce que beaucoup de choses. Ce qui est spécifique à l'analyse juridique, c'est cette possibilité de restreindre le champ des causes à une cause unique. Cette focalisation sur une partie seulement de l'explication causale. On en connaît la raison.
le but du droit n'est pas l'explication des phénomènes, comme pourraient le proposer les sciences ou la philosophie, mais c'est d'imputer une responsabilité. Dès lors, seuls les antécédents susceptibles d'engager une responsabilité méritent l'attention. Par exemple, en matière d'accidents de la circulation, le droit français est très protecteur des intérêts des victimes non conductrices, les piétons, les cyclistes, les passagers. Seule leur faute inexcusable, si elle est cause exclusive de l'accident, peut leur être opposée. En utilisant le terme cause exclusive de l'accident, on ne prétend pas nier le rôle causal d'autres antécédents, la circulation d'un véhicule, les conditions météorologiques ou de circulation, mais simplement affirmer qu'aucun fait générateur de responsabilité ne peut se retrouver dans ces autres antécédents. Ainsi, et ce sont des choses qui ont été jugées, la faute de jeunes qui s'amusent à monter sur le toit d'un bus et qui vont tomber dans une manœuvre n'est pas une cause exclusive, dans la mesure où la faute du chauffeur, en mettant son bus en mouvement tout en sachant qu'il y avait des gens sur le toit, a commis une faute et c'est un autre antécédent juridique. Il faut donc indemniser ces jeunes. Par contre, la faute d'une personne traversant de nuit une autoroute non éclairée qui est percutée par une voiture a été considérée comme une cause exclusive parce qu'aucun des antécédents matériels de l'accident n'était susceptible d'engager une responsabilité. Toutefois, il serait restrictif de déduire qu'évoquer la pluralité de causes revient à parler seulement de la pluralité de responsables. En effet, le droit prête également attention à certaines causes qui sont susceptibles d'interférer dans le jugement de causalité, sans pour autant amener à prononcer une nouvelle responsabilité. Telles sont les causes qui résident, comme dans notre exemple, dans le chef de la victime, ou dans des événements naturels ou anonymes. Pour le dire autrement, le droit de la responsabilité qui habituellement ne se focalise que sur la cause qui est susceptible de permettre l'imputation d'une responsabilité envisage parfois une pluralité de causes lorsque d'autres antécédents sont susceptibles d'interférer dans ce jugement de responsabilité. Dit ainsi, c'est une large partie de la matière qu'il faudrait examiner aujourd'hui, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Je vais donc seulement me concentrer sur quelques cas particuliers de la pluralité de causes, soit que celle-ci engendre une co-responsabilité et ce sera la première partie, soit que celle-ci entraîne une modification du jugement de responsabilité et ce sera la seconde partie. Pour la première partie, la pluralité de causes comme pluralité de responsables. Je voudrais d'abord souligner que ce n'est pas parce qu'il y a une pluralité de causes qu'il y aura forcément une pluralité de responsables et réciproquement. En effet, il se peut qu'une cause unique entraîne une pluralité de responsables. Ainsi en est-il dans le cas de l'enfant qui commet une faute. En droit français, il est responsable personnellement, même s'il est très jeune. Mais il engage la responsabilité de ses parents. Il y a donc 3 responsables pour une seule faute. Il en va de même lorsqu'un préposé commet une infraction pénale intentionnelle sur son lieu de travail. Sa responsabilité personnelle est engagée, mais celle du commettant l'est également. Une faute, 2 responsables. Réciproquement, il se peut que plusieurs causes entraînent une responsabilité unique. Les fautes de plusieurs préposés du même commettant qui seraient commises dans les limites de leur mission et qui, cumulées, produisent le dommage, n'engagent que la responsabilité de ce commettant. Plusieurs fautes
et un seul responsable. Mais nous allons nous concentrer sur d'autres situations particulières. Et je voudrais d'abord parler de la causalité alternative. La causalité alternative est une situation particulièrement intéressante car elle offre une discordance entre le droit et le fait. Il existe une cause qui, du point de vue des faits, doit être considérée comme unique, mais qui, du point de vue du droit, est considérée comme plusieurs causes. Il s'agit des situations dans lesquelles le dommage peut être imputé à un auteur inconnu au sein d'un groupe déterminé. Sans qu'aucune règle n'ait été formellement posée, la jurisprudence a accepté de tenir tous les membres du groupe comme responsables dans le cas d'accidents de chasse, par exemple, où plusieurs chasseurs tirent dans la même direction, mais un seul atteint la victime, ou en cas d'exposition toxique à un médicament dont on ignore l'identité du producteur. Par exemple, dans l'affaire du Distilbène, qui est un médicament qui a été toxique pour des enfants in utero, il y avait en France 2 laboratoires qui le commercialisaient. Selon le droit français, désormais, les 2 laboratoires commerciant la molécule sont tenus pour responsables, alors que dans les faits, un seul des 2 a fourni le médicament. Cette discordance entre le droit et le fait m'invite à défendre l'idée selon laquelle ce mécanisme, bien que non prévu par la loi, est une véritable fiction, alors qu'en France, la doctrine majoritaire le qualifie de présomption. Certes, chacun des co-responsables a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il ne peut être à l'origine du dommage, mais cette possibilité est en réalité bien illusoire, dans la mesure où la victime elle-même n'était pas en mesure d'identifier l'auteur de son dommage. Dans le projet de réforme de la responsabilité civile d'avril 2016, il était question de consacrer la causalité alternative dans le Code civil, mais seulement au bénéfice des victimes de dommages corporels. Les plus récents, parmi les projets, ont abandonné cette ambition. Cette règle de la causalité alternative pourrait être retournée et elle serait potentiellement révolutionnaire dans le contexte des atteintes à l'environnement s'il était accepté de la faire jouer dans le problème dit de la victime indéterminée. Dans cette situation en miroir, le responsable est identifié, mais la victime ne peut être isolée au sein d'un groupe. Par exemple, lorsqu'autour d'une industrie polluante, la prévalence d'un cancer favorisé par la pollution augmente, mais sans que l'on puisse distinguer parmi les victimes celles qui auraient, même sans la pollution, développé le cancer et celles qui n'ont développé le cancer qu'en raison de la pollution. Aujourd'hui, les victimes ne peuvent pas être indemnisées dans un tel cas. Mais la logique de la causalité alternative voudrait que les victimes ne puissent se voir opposer le fait que l'on ne peut retracer précisément des liens de causalité. Bien sûr, la détermination du montant de l'indemnisation devant revenir à chaque victime est un problème logique sans doute insurmontable, mais une mauvaise solution serait sans doute préférable à celle qui prévaut actuellement en droit français, l'absence d'indemnisation des victimes. Autre cas de causalité, le cas des causes insuffisantes et non nécessaires. Les préoccupations environnementales peuvent mener à ces réflexions. Celles dans lesquelles les auteurs comme les victimes sont clairement identifiés, mais que la causalité est douteuse parce que les causes sont chacune insuffisantes et non nécessaires pour la production du dommage. Une espèce
tranché en France en 1826, permet d'explorer la question. Dans la ville de Grasse, dans le sud de la France, se trouvent des industries autour du parfum et du savon, dont les émanations étaient dommageables pour le voisinage. Réparation a été demandée à quelques producteurs qui se sont défendus sur le caractère insuffisant de leur activité à produire le dommage. Leur seule activité ne serait pas dommageable. Elle ne l'est que parce que d'autres ont la même activité. Et aussi sur le caractère non nécessaire de leur participation causale. S'ils arrêtaient de produire, le dommage surviendrait néanmoins. La Cour royale d'Aix avait estimé que, et je cite, « si par la manière indivisible dont le dommage s'effectue et par le résultat d'une faute particulière et commune, le fait de chacun des fabricants devenant le fait de tous, et le fait de tous étant le fait de chacun, la réparation est due par tous et par chacun. » Et la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans un arrêt du 11 juillet 1826. Cet arrêt ancien est particulièrement audacieux. À ma connaissance toutefois, il n'y a pas d'exemple plus récent d'un tel élargissement du lien de causalité. Il est remarquable qu'une telle décision ne peut s'expliquer par le recours au test de la conditio sine qua non. Aucune théorie de la causalité ne permet donc de justifier la solution. Dans certains cas, et ce sera celui des causes potentielles, les causes sont certaines, mais leur rôle est incertain. Le rôle causal de chaque antécédent est inconnu. Vincent Rivolier et moi-même sommes experts dans un collège chargé d'indemniser des enfants exposés in utero à un médicament antiépileptique, le valproate de sodium. Il s'agit d'imputer notamment des troubles du développement ou des troubles intellectuels à ce médicament. Le cadre de cette procédure est particulier. Il s'agit d'une procédure non juridictionnelle qui amène à un avis sur les responsabilités et les dommages afin que les responsables désignés, les médecins prescripteurs, les laboratoires pharmaceutiques, l'État, fassent une offre d'indemnisation. Les cas difficiles concernent des enfants qui cumulent cette exposition aux médicaments avec d'autres facteurs susceptibles d'entraîner les mêmes conséquences. La trisomie 21, par exemple, ou l'alcoolisme de la mère, ou encore d'autres médicaments. Or, certains enfants exposés au valproate de sodium ont un développement normal et d'autres non. Les symptômes présentés par ceux-ci ne peuvent donc être attachés définitivement aux médicaments ou aux autres causes possibles. Dans un monde idéal, il serait possible de quantifier, à l'aide du théorème de Bayes, le rôle causal probable de chaque facteur. En connaissant la probabilité que chaque facteur conduise au tableau clinique considéré, il est possible de déduire la part probable prise par chaque cause probable et partager ainsi la responsabilité. Nous n'avons pas de telles statistiques et le collège d'experts se contente d'approximations qui tombent bien souvent sur une proposition de réparation par moitié. Lorsque plusieurs responsables sont identifiés, il s'agit de répartir entre eux la contribution à la dette. Le rôle jugé déterminant dans la réalisation du dommage de chacun de ces responsables les oblige in solidum. Chacun est tenu envers la victime de l'entier dommage comme s'il était seul. La pluralité est en quelque sorte occultée, mais cela ne peut tenir qu'un temps. La contribution à la dette rend nécessaire de rechercher un moyen de partager entre les co-responsables la charge du dommage. En droit positif français, le seul critère utilisable est celui de la
gravité des fautes respectives. L'importance du rôle causal de chaque co-auteur est ainsi ignorée. Sur ce procédé, je ne pourrais rien dire de mieux que ce que le professeur Ramon Dominguez a écrit dans sa thèse aux pages 563 et 688. La gravité de la faute ne rend que difficilement compte de l'importance du rôle causal. 2 décisions, à ma connaissance, ont traité de la difficulté de partager la charge de la réparation en cas de causalité alternative à propos du distilbène. L'une pour indiquer un partage 50%, 50% entre les 2 producteurs, mais à mon avis sur des motifs erronés. Et l'autre pour partager selon les parts de marché. Cela est pertinent du point de vue de l'économie du droit, mais ne peut s'expliquer par une analyse causaliste. Il faut en revanche souligner que les projets de réforme de la responsabilité proposent d'introduire le critère de la causalité concurremment ou subsidiairement à celui de la faute, sans toutefois indiquer comment quantifier la causalité. J'en viens à ma deuxième partie, la pluralité de causes comme perturbation du jugement de responsabilité. L'état antérieur et les prédispositions de la victime d'abord. Parmi les causes du dommage, certaines sont propres à la victime, et je dis bien à la victime, et non au comportement éventuellement fautif de celle-ci. Le droit français invite à faire une distinction entre l'état antérieur de la victime et les simples prédispositions. L'état antérieur signifie que la victime était déjà dans une situation d'invalidité et que le fait imputable au défendeur n'a fait qu'aggraver cela. Les prédispositions sont par nature silencieuses. Elles ne s'étaient pas manifestées avant le dommage. En cas d'état antérieur, le responsable n'est tenu que de l'aggravation. Cette règle cède toutefois lorsque l'invalidité est entièrement transformée, comme dans le cas où un borgne devient aveugle. En cas de simple prédisposition de la victime, celles-ci sont considérées comme étant indifférentes. Le responsable est tenu de l'entier dommage. Il importe peu, d'ailleurs, que les prédispositions aient dû se révéler tôt ou tard, même sans l'accident. Ainsi, il est fréquemment jugé que des douleurs articulaires favorisées par des prédispositions à l'arthrose doivent être entièrement réparées. Faire la distinction entre état antérieur et prédisposition de la victime est extrêmement délicat pour les dommages physiologiques, mais c'est encore plus difficile pour les dommages psychologiques. Il arrive qu'un accident ou une agression déclenche une pathologie psychiatrique. Il faudra alors vérifier si elle s'était manifestée auparavant. Or, certains états dépressifs ou névrotiques peuvent se manifester de manière très discrète. Les décompensations sont parfois d'une violence extrême par rapport aux faits générateurs, ce qui entraîne un enjeu de qualification extrêmement important. Plus encore, il faut avoir égard à la frontière poreuse entre victimes directes et indirectes. En cas de décès de la victime directe, ses proches, victimes indirectes, sont indemnisés notamment de leur préjudice d'affection. Toutefois, il se peut qu'en cas de deuil pathologique, ils doivent eux-mêmes être considérés comme des victimes directes. La Cour de cassation a décidé ainsi pour un père qui ne se remettait pas du décès de sa fille dans un incendie. Encore faut-il s'assurer que cette pathologie psychique induite n'est pas la suite d'un état antérieur, car alors c'est la qualification même de la victime qui est en jeu.
Un point encore sur la force majeure. L'événement qui a les caractéristiques de la force majeure est celui qui va absorber la totalité des causes du dommage. Il s'agit d'une illustration percutante de la distorsion existante entre la causalité matérielle, celle qui existe dans le monde des faits, et la causalité juridique. Il y aurait beaucoup à dire sur la force majeure, mais l'on se contentera ici de présenter une décision qui la refuse. Et on peut préciser que rares sont les décisions en droit français qui admettent la force majeure en matière extra-contractuelle. Cela traduit une aversion pour cette explication monocausaliste du dommage, à mon avis. La décision que j'évoque est une décision du 16 juillet 2020 qui illustre l'idée selon laquelle le juge, face à une pluralité de causes, opère un choix. Il s'agissait d'un accident d'escalade survenant sur une voie naturelle appartenant à une commune, mais équipée par une association d'escalade, la Fédération française de montagne et d'escalade. Un rocher s'était détaché de la paroi et avait blessé des pratiquants. L'association a été jugée responsable comme gardienne de la paroi rocheuse. Nous sommes ici dans ce régime particulier de responsabilité du fait des choses. La force majeure a été invoquée, mais en vain. Si l'événement était imprévisible, s'il était irrésistible, il n'était pas extérieur en ce qu'il résultait de la chose même qui engageait la responsabilité du défendeur. Le fait que la cause de la mise en mouvement du rocher soit parfaitement inconnue, et en tout cas fortuite, n'est ici d'aucune importance. L'enchaînement causal s'arrête à la chute du rocher. On ne remonte pas la chaîne causale pour voir si une autre cause, dans une logique de pluralité de causes, pourrait l'expliquer. Le juge prend néanmoins le soin d'exclure toutes les autres causes extérieures possibles, le fait d'un tiers ou le fait de la victime. La chute du rocher apparaît donc comme la seule cause du dommage, sans être qualifiée de force majeure. Cet arrêt a eu d'autres conséquences. L'assureur de l'association a menacé d'interrompre sa couverture. Et plusieurs voies d'escalade ont été fermées, ont cessé d'être accessibles au public. Une loi de février 2022 a par conséquent introduit dans le Code du sport un article L311-1-1 qui empêche que la responsabilité soit retenue dans un tel cas. Mais cela, c'est parler d'un autre lien de causalité, celui qui met en mouvement les sources du droit pour faire évoluer ce droit de la responsabilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Maintenant, vamos a darle la palabra entonces al profesor Masson y les pedimos que vayan anotando sus preguntas o enviándolas por el chat, porque luego al finalizar su presentación vamos a dar entonces la palabra para que le formulen esas preguntas y ellos puedan compartir con ustedes. Muchas gracias. Merci beaucoup au professeur Carmen Dominguez, au professeur Renzo Munita pour leur invitation très chaleureuse à Santiago. Je vais à présent exposer l'évolution du droit français en matière de réparation du dommage corporel au cours des 20 dernières années. Celui-ci a connu, le droit du dommage corporel a connu de véritables évolutions et font du droit français, je crois, un droit assez exceptionnel par comparaison avec les autres droits. Pour comprendre la réparation du dommage corporel en France d'un point de vue historique, il faut partir, je pense, du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dès la fin du 19e siècle, dès 1898, le droit des accidents du travail et des maladies professionnelles permettait une réparation du dommage corporel, réparation qui n'était pas intégrale. Et probablement,
ce droit a joué une influence sur la manière de concevoir la réparation du dommage corporel. Initialement, en 1898, on distinguait seulement l'incapacité totale de l'incapacité partielle pour mesurer le montant de l'indemnisation en cas d'incapacité permanente. Cependant, depuis le milieu du XXe siècle, l'indemnisation est calculée en fonction d'un taux d'incapacité exprimé en pourcentage et qui permettra une indemnisation en fonction du salaire de référence. Il a donc fallu définir des taux d'incapacité permanente pour permettre une indemnisation. Des barèmes médicaux ont vu le jour, d'abord officieux, puis officiels, pour mesurer l'incapacité. Il fallait que le taux ne varie pas en fonction du médecin expert, que quel que soit le médecin, quelle que soit la caisse de sécurité sociale, la victime qui perd un doigt, par exemple, se voit offrir le même montant de réparation, ou en tout cas le même taux d'incapacité. La mesure était avant tout médicale, physiologique, mais les conséquences fonctionnelles, dépendant par exemple de la profession exercée, étaient prises en compte seulement de manière marginale. Évidemment, les conséquences de la perte d'un doigt pour un pianiste sont plus importantes que pour un professeur de droit. Cependant, si ce système de calcul d'une incapacité permanente est compréhensible en droit de la sécurité sociale, en droit des accidents du travail et des maladies professionnelles, il est beaucoup moins compréhensible vis-à-vis de la réparation intégrale, qui est la règle en matière de responsabilité civile. Si l'on prend l'exemple de l'appréciation de la perte de revenus, celle-ci ne dépend pas uniquement de la gravité de l'atteinte. L'ouvrier qui est gravement blessé et qui devient paraplégique peut, après réhabilitation et des formations professionnelles, trouver un emploi éventuellement mieux rémunéré que son emploi précédent, malgré un taux d'incapacité très élevé. À l'inverse, un taux d'incapacité assez faible peut conduire à une réelle impossibilité de travailler. Un chauffeur-livreur qui serait atteint de vertige permanent aurait un taux d'incapacité assez faible, mais ne pourrait plus exercer du tout sa profession. On voit donc que la réparation intégrale, qui doit couvrir toute la perte de revenus, est déconnectée du taux d'incapacité effectif. Et les 20 dernières années, peut-être les 40 dernières années, ont vu l'appréciation du dommage corporel s'éloigner de la mesure de l'incapacité pour ce qui est de la réparation intégrale. En tout cas, la perte de revenus, les préjudices patrimoniaux ont perdu le lien avec l'incapacité qui était fondamentale au départ. Et cette nécessité d'appréhender différemment les dommages en matière de réparation intégrale qu'en matière de réparation des accidents du travail est arrivée chez les juristes peu à peu. Je ne suis pas sûr qu'elle ait totalement intégré aujourd'hui en France l'esprit des médecins experts, mais clairement, elle a intégré l'esprit des juristes. Et on a construit, à l'aide de cette différence entre les préjudices patrimoniaux et puis les préjudices extra-patrimoniaux qui, eux, continuent de dépendre de l'incapacité, en tout cas dans une certaine mesure, on a vu émerger une nomenclature des préjudices. Une nomenclature des préjudices, c'est en fait une liste de préjudices qui vont être possibles de réparer. Ensuite, je m'attarderai sur la question des préjudices extra-patrimoniaux qui, en France, présentent de nombreuses spécificités. Mais tout d'abord, la question de la formalisation de la nomenclature des préjudices. Aujourd'hui, en France, pour réparer un dommage corporel, on suit une méthodologie qui définit chacun des postes de préjudice existants. Il y a une forme de contradiction en France. La nécessité de disposer d'outils qui permettent une appréciation homogène et rationnelle des conséquences du dommage corporel, unifié au niveau national, mais en même temps un refus par la Cour de cassation d'opérer un contrôle sur les montants indemnitaires. La Cour de cassation contrôle la définition des préjudices,
mais ne contrôle pas, spécialement pour les préjudices extra-patrimoniaux, le montant affecté par les juges de première instance ou d'appel. Et cette particularité procédurale explique l'intérêt de la Cour de cassation dans la définition des postes de préjudice, car c'est le seul élément qu'elle est susceptible de contrôler et cela lui permet quelquefois indirectement de contrôler le montant indemnitaire, mais c'est seulement de manière indirecte. La nomenclature des postes de préjudice est issue d'un rapport de 2005 établi par Jean-Pierre Dintillac, qui était magistrat à la Cour de cassation. Ce rapport s'inspire lui-même d'un autre rapport antérieur de 2 ans, qui est issu d'une professeure de droit, la professeure Yvonne Lambert-Febvre. Et elle est structurée sur différentes distinctions pour réparer le dommage corporel. Tout d'abord, une distinction entre le dommage et le préjudice. Ces 2 termes ont longtemps été, en droit français comme dans de nombreuses langues, tenus pour équivalents. Mais peu à peu, nous sommes arrivés à une distinction. Aujourd'hui, le dommage désigne un fait. C'est le siège de l'atteinte. C'est un dommage matériel si c'est une chose qui est atteinte, ou c'est un dommage corporel si c'est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Les préjudices, eux, sont les conséquences juridiques de ce dommage. Ce sont les atteintes aux droits subjectifs qui découlent de ce dommage. Un dommage corporel entraîne à la fois des préjudices patrimoniaux, puisqu'il y aura des dépenses de santé, une perte de revenus, par exemple, de la victime, et des préjudices extra-patrimoniaux, des préjudices moraux liés aux souffrances endurées par la victime. Cette distinction a été fortement appuyée par le professeur Lambert-Febvre, qui établissait que le dommage était la chose des médecins, mais le préjudice la chose des juristes. C'était une manière de réhabiliter, je pense, le rôle des juristes dans l'appréciation de la réparation du dommage corporel. Parmi les différentes distinctions, on distingue aujourd'hui entre les préjudices des victimes directes de ceux des victimes indirectes. La distinction est logique puisque le patrimoine bénéficiaire est différent. Soit c'est la victime directe, la personne qui a été blessée, soit ce sont ses proches qui ont subi un dommage ou en tout cas qui subissent des préjudices par ricochet. Ensuite, on distingue les préjudices patrimoniaux des préjudices patrimoniaux en fonction du droit subjectif atteint. S'il s'agit d'un droit subjectif patrimonial, on aura un préjudice patrimonial. Si le droit subjectif est extra-patrimonial, le préjudice sera extra-patrimonial. Et l'enjeu de la création de la nomenclature était de distinguer entre préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et de faire que la mesure de l'incapacité ne se réfère qu'aux préjudices extra-patrimoniaux. Ensuite, les préjudices sont temporellement situés, soit avant la consolidation, c'est ce que l'on appelle les préjudices temporaires, soit après la consolidation, c'est ce qu'on appelle les préjudices permanents, et les méthodes de calcul vont varier en fonction de la période considérée. La nomenclature ceci est la présentation de la nomenclature. Vous la voyez sur la vidéo, je ne vais pas m'attarder sur chacun des postes de préjudice, mais une même victime peut potentiellement réclamer chacun de ces postes de préjudice qui sont très nombreux. Ces préjudices ont commencé à exister. Chacun de ces préjudices avait une existence avant la formalisation de la nomenclature en 2005. Le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, le préjudice d'agrément, etc., avaient une définition jurisprudentielle auparavant. Mais la nomenclature est venue figer et établir des définitions qui étaient souvent auparavant assez mouvantes, assez imprécises. Il existe quelquefois des formes d'incohérence parce qu'avant et après la consolidation,
on ne retrouve pas exactement les mêmes postes de préjudice. Il n'y a pas un miroir parfait entre les deux périodes. Et ce que l'on appelle, par exemple, le déficit fonctionnel, temporaire ou permanent, ne recouvre en réalité pas la même chose en fonction de la période considérée. Mais intègre dans les deux composantes une partie liée à la perte de capacité de la victime, à une perte de capacité de la victime. Et c'est dans ce cadre que l'on retrouve l'appréciation de la capacité de la victime uniquement. On ne la retrouve pas dans la perte de gain professionnel, ou pour laquelle on va faire une appréciation in concreto. Quelle était la situation de la victime avant, quelle est la situation de la victime après, et on va déterminer sa perte de revenus ainsi. On a également une nomenclature pour les victimes indirectes, qui c'est de la part de la victime directe. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, on s'est déconnecté ici. Je fais peut-être une pause. Je pense que vous m'entendez à nouveau. Le succès de la nomenclature est quelque peu contradictoire. Aujourd'hui, la nomenclature est appliquée par tous les juristes et tous les médecins qui réparent un dommage corporel sur le principe de la réparation intégrale. Mais ce succès est quelque peu contradictoire. Aucun texte normatif n'impose la nomenclature en tant que telle. Elle n'a pas de valeur normative propre. Cette nomenclature n'a jamais été publiée dans un décret, dans une loi qui aurait été publiée au journal officiel. Mais certains textes normatifs, la loi impose une nomenclature. Sans la définir, on impose le recours à une nomenclature et à une réparation poste de préjudice par poste de préjudice. Il est nécessaire pour une même victime de distinguer les différents postes de préjudice, essentiellement dans une logique de recours des tiers payeurs, de recours de la sécurité sociale, qui va imputer certaines de ces dépenses à certains préjudices uniquement. Il y a donc la nécessité d'un langage commun aux différents acteurs. Tous les acteurs, quel que soit le stade où ils interviennent dans le processus de réparation, doivent avoir le même langage. Et de fait, ce langage, c'est celui de la nomenclature. Puis, la Cour de cassation contrôle la définition des préjudices et sans établir une valeur normative propre à la nomenclature, elle vérifie que les juges définissent correctement chacun des postes de préjudice et n'indemnisent pas deux fois la même chose sous deux postes de préjudice différents, par exemple. L'autre juridiction suprême française, le Conseil d'État, a été plus lent à accepter la nomenclature d'un TIAC. Il avait une nomenclature qui lui était propre au départ, plus simple, moins complexe, mais il y a peu à peu renoncé, en tout cas en laissant le choix aux victimes, en disant aux victimes, vous avez le choix entre utiliser la nomenclature qui est la mienne ou celle dite d'un TIAC, et finalement, cela étant plus intéressant pour les victimes, de fait, on applique devant les juridictions administratives aujourd'hui la nomenclature d'un TIAC. Seuls certains projets de réforme envisagent d'intégrer dans la loi ou dans un décret la nomenclature, qui aurait alors une valeur réglementaire. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de la jurisprudence actuelle ou peut-être demain de la loi, la nomenclature est non limitative. L'imagination des avocats peut essayer d'avancer et d'obtenir une indemnisation pour un autre poste de préjudice. J'en viens à présent aux spécificités françaises en matière de réparation des préjudices extra-patrimoniaux. Dans beaucoup de systèmes juridiques, la réparation des dommages ou des préjudices moraux extra-patrimoniaux se fait de manière globale. Ce n'est pas le cas en France, on distingue différents préjudices extra-patrimoniaux.
je vais présenter quelques principes du droit français en la matière. D'une part, alors même que dans certains systèmes juridiques, le principe même de la réparation des dommages moraux, des préjudices extrapatrimoniaux est discuté, ce n'est pas le cas en France. Les douleurs subies par la victime directe ont toujours été indemnisées, pas toujours sous une formalisation aussi complexe qu'aujourd'hui, mais depuis très longtemps, les douleurs de la victime directe ont été indemnisées. Même si la doctrine a soutenu que les larmes n'ont pas de prix et qu'il serait indécent de fixer une réparation pour une douleur, la jurisprudence n'a jamais refusé. Un peu plus contesté en jurisprudence, mais en réalité, dès le XIXe siècle, la Cour de cassation admettait la réparation des préjudices moraux des victimes indirectes. Cela a été très clairement affirmé dans un arrêt de 1923, mais qui en réalité n'innove pas et qui dit clairement que l'article 1382 qui fonde la réparation à l'époque, par la généralité de ces termes, oblige à réparer aussi bien le dommage moral que le dommage matériel. Il y a eu des tentatives de restriction quant aux victimes indirectes pouvant demander une réparation, notamment à l'existence d'un lien juridique entre la victime directe et la victime indirecte. Mais depuis 1970, le lien d'affection n'est plus pris en compte. Il n'y a pas besoin d'un lien juridique plus exactement, seul le lien d'affection compte. Et une concubine non mariée peut demander réparation du fait du décès de son concubin. Et même en matière de relations extra-conjugales, la maîtresse d'un homme marié peut demander la réparation du préjudice extra-patrimonial qu'elle subit du fait du décès de son amant. Le Conseil d'État a été un peu plus lent à admettre la réparation des préjudices extra-patrimoniaux des victimes indirectes, mais il le fait de manière très claire depuis les années 60. Et le décès de la victime n'est pas une condition nécessaire de l'indemnisation des victimes indirectes. Et en cas de blessure généralement assez grave de la victime directe, les proches peuvent demander une réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux, mais également de leurs préjudices patrimoniaux, par exemple pour des parents qui arrêteraient de travailler pour s'occuper de leur enfant qui a été blessé, ils pourraient tout à fait demander la réparation d'un préjudice patrimonial. L'opposition à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux a existé en doctrine, mais n'a jamais véritablement été admis par la jurisprudence. Mais on trouve encore aujourd'hui en France des auteurs qui défendent une conception assez restrictive de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux et qui plaident, par exemple, pour ne les indemniser qu'en cas de faute de l'auteur du dommage et pas en cas de responsabilité objective, ou qui plaident pour pour les exclure des assurances de responsabilité. Deuxième élément qui caractérise le droit français, c'est la transmission des actions de la victime décédée à ses héritiers, y compris pour les préjudices extra-patrimoniaux. Cela est clairement affirmé depuis un arrêt d'une chambre mixte de 1976. Le droit à réparation qui résulte de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès est né dans son patrimoine et se transmet dès lors à ses héritiers. Cette solution a été légèrement critiquée au moment où elle a été rendue par la Cour de cassation, mais aujourd'hui, on ne trouve pratiquement plus personne pour la critiquer, sauf dans quelques thèses soutenues sous la direction de mon collègue Christophe Kiezel-Ambrenaz. Les risques d'enrichissement des victimes indirectes, le caractère éminemment personnel de l'action indemnitaire des préjudices extra-patrimoniaux ne dissuadent pas ni la jurisprudence ni les praticiens de la transmission de l'action. Cela est un peu artificiel, cela revient à nier le caractère extrêmement personnel et finalement le choix
des victimes directes de demander ou pas la réparation de ces préjudices, choix qui repose après son décès sur ses héritiers, n'est finalement pas très critiqué, alors même qu'elle a des conséquences financières importantes. Troisième trait caractéristique du droit français, c'est la multiplication des postes de préjudice extra-patrimoniaux en particulier. La nomenclature d'un TIAC est dite ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exhaustive. Les victimes peuvent demander réparation de préjudices qui ne figurent pas dans la liste dès lors qu'elles en rapportent l'existence. Et les avocats, les plaideurs sont imaginatifs et multiplient les postes de préjudice en demande. Ils ne sont pas toujours acceptés par les juridictions, mais un certain nombre d'entre eux l'ont été. Pourquoi une telle multiplication? Je ne pense pas que l'appât du gain soit la seule motivation des victimes ou de leurs avocats. Il y a la volonté de certaines victimes, des victimes de manière générale, de faire reconnaître la singularité de leur situation. Et la réparation du dommage corporel apparaît quelquefois très automatique en France, notamment par certains fonds d'indemnisation qui ont une vision très administrative de la réparation, assez généreuse quelquefois, mais assez administrative, assez peu humaine. Et en faisant valoir de nouveaux postes de préjudice, les victimes souhaitent voir reconnaître la spécificité de leur situation. Le fait que leur dommage personnel ne correspond pas au dommage des victimes ordinaires. Je vais prendre 3 exemples de préjudices reconnus par la Cour de cassation qui n'existaient pas dans la nomenclature d'un TIAC, mais qui peuvent tout de même être indemnisés. Tout d'abord, le préjudice d'anxiété, qui est reconnu pour des victimes qui ont été exposées à l'amiante ou à d'autres substances nocives et qui risquent de développer des maladies. Ce préjudice concerne des victimes qui n'ont pas encore développé une maladie, qui ne sont pas malades, mais qui savent pouvoir développer une maladie en raison de l'exposition à la substance. Les juridictions ont d'abord timidement admis cette réparation en demandant des éléments de preuve importants de l'anxiété subie par les victimes, mais aujourd'hui, les juridictions ont largement consacré ce poste de préjudice pour les victimes exposées à des substances nocives. On a vu également se développer 2 autres postes de préjudice reconnus dans des arrêts très récents de la Cour de cassation, que l'on appelle le préjudice d'angoisse de mort imminente et le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches. Il s'agit de préjudices subis pour le premier par la victime directe qui a été confrontée à la conscience de l'imminence de sa propre mort. Il s'agit d'indemniser des victimes qui sont décédées dans les heures qui ont suivi l'événement traumatique, mais qui, en raison de leur état de conscience, ont été confrontées, ont eu conscience de leur propre finitude et ont donc subi, c'est ce que font valoir leurs héritiers au moment de l'action en justice, un préjudice d'angoisse de mort imminente. Les juridictions acceptent de réparer ce poste de préjudice lorsque la victime est restée consciente un certain laps de temps après l'événement traumatique et avant de décéder finalement. Un autre poste de préjudice, c'est le poste d'attente et d'inquiétude des proches pour les victimes indirectes, dans un contexte qui est celui d'une vague d'attentats qu'a connue la France, d'événements massifs, où les proches ont senti une très forte inquiétude. Elles savaient que leur fils, leur conjoint, leurs parents étaient présents sur le lieu de l'attentat, mais n'ont pas eu de nouvelles de lui avant plusieurs heures, plusieurs jours quelquefois, car il y avait des centaines ou des milliers de victimes et le temps que l'on identifie les victimes, qu'elles soient avant tout soignées, c'était la préoccupation première des pouvoirs publics, c'était de les faire soigner, ce n'était pas forcément de les identifier ou de prévenir les proches. Et il y a donc eu
quelquefois des situations de stress assez intenses pour les proches. Et la Cour de cassation a accepté d'indemniser de manière séparée des souffrances ou de préjudices d'affection, ce poste de préjudice dans cette hypothèse. Alors, les périmètres de ces postes de préjudice ne sont pas toujours très définis. Alors, le préjudice d'attente et d'inquiétude a été défini récemment par la Cour de cassation. Le préjudice d'angoisse de mort imminente, il reste un peu des incertitudes sur les éléments de définition, mais on voit une multiplication des postes de préjudice. Dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la difficulté d'évaluer les préjudices patrimoniaux. Comment sont-ils évalués? Ils ne sont pas véritablement tangibles, il est difficile de les traduire en argent. Et la nomenclature a conduit à une forme de barémisation officieuse des préjudices. Que l'on me comprenne bien, il n'existe pas aujourd'hui en France de barème d'indemnisation unique, ni de barème obligatoire en matière de réparation atypique. Mais chaque acteur dispose de son propre outil, de son propre référentiel, de son propre barème d'indemnisation. Les assureurs disposent de leur propre barème. Ils demeurent secrets. Les fonds d'indemnisation, qui sont des organismes publics, ont développé leur propre barème. Ils sont publics, ou en tout cas en partie publics. Et il y a une forme d'incohérence. Les différents fonds d'indemnisation ont des barèmes différents pour des préjudices qui sont censés être les mêmes. Le fonds qui vient réparer les victimes, les préjudices des victimes en matière de terrorisme a un barème qui est sur le préjudice d'affection plus généreux que le fonds d'indemnisation en matière d'accidents médicaux. Les juges judiciaires eux-mêmes ont développé leur propre barème. Alors, la Cour de cassation ne contrôle pas les montants, mais les cours d'appel ont développé des barèmes à l'intérieur de chaque cour d'appel, et ça, c'était immédiatement après 2005. Et aujourd'hui, il existe un barème commun. Les cours d'appel se coordonnent entre elles pour adopter un référentiel commun. Mais tous ces référentiels sont purement indicatifs. Les juges peuvent tout en fait s'en écarter. Et il existe des projets de réforme qui prévoient un barème national, indicatif, mais national, qui serait applicable tant en matière de réparation judiciaire qu'en matière de réparation amiable. Mais ce barème rencontre une certaine hostilité de la part des praticiens et des avocats de victimes qui sont généralement assez opposés à ces barèmes. Ils ont peur qu'ils viennent trop limiter la réparation. Du point de vue des assureurs, c'est le contraire. Ils ont peur que ces barèmes fixent un plancher d'indemnisation trop élevé. On a également différents outils jurimétriques qui viennent analyser les différentes décisions de cour d'appel pour essayer de trouver des moyens d'indemnisation ou trouver des décisions les plus proches possibles du cas en question. Mais tous ces barèmes, tous ces outils jurimétriques, informatiques, sont aujourd'hui des outils privés et d'une fiabilité assez relative et d'une construction absolument pas transparente. Et les pouvoirs publics qui avaient initié la construction d'un outil jurimétrique ont finalement renoncé à un tel outil et il n'y aura pas d'outil public, en tout cas performant en matière de dommages corporels dans un futur proche. Dernier élément de réflexion que je voudrais porter, c'est l'appréciation des préjudices extra-patrimoniaux se fait souvent finalement sous une forme de présomption. Sous forme de présomption, on va présumer qu'une victime lourdement handicapée à l'âge de 18 ans à la suite d'un accident aurait dû avoir une vie familiale, aurait dû avoir une vie sexuelle, et donc on va indemniser la perte du préjudice sexuel et la perte de la possibilité de construire une famille que l'on appelle le préjudice d'établissement. Pourtant, peut-être que cette personne n'aurait eu aucune vie familiale.
peut-être qu'elle n'aurait pas eu d'enfant. Mais on va présumer que dans la norme sociale, elle aurait dû avoir des enfants et on va l'indemniser cette perte. De même, pour les victimes indirectes, les liens d'affection au sein d'une famille sont présumés. Peu importe qu'un enfant ne voyait jamais son père, voire haïssait son père, il pourra être indemnisé son préjudice d'affection en cas de décès de celui-ci. Et la preuve contraire de la part du défendeur est toujours possible, mais très difficile à rapporter en pratique. Et cela interroge sur l'appréciation in concreto, qui doit être le principe en matière de réparation du dommage corporel. La nomenclature a clairement favorisé l'appréciation in concreto des préjudices patrimoniaux. Mais en matière de réparation des préjudices extra-patrimoniaux, cela semble beaucoup plus lointain et l'appréciation semble finalement quelquefois très abstraite. Voilà, on prend ce qui est la norme de référence dans la société, on ne prend pas tellement en compte la situation spécifique de la victime. Je vous remercie. Je remercie à nouveau les organisateurs de ce workshop. Bien, ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas. ¿Qué cuestión? Hay algunas preguntas en el chat, hay otras también que anotamos acá en forma interna, digamos, para formular. No sé si... Hablo en francés para ellos. Yeah. Oye, el traductor puede traducir en español para los que están en Zoom. De acuerdo. Gracias. Désolé pour mon accent, traducteur. Bien, a ver, hay algunas preguntas acá. Evelyn González. Y c'est pour Christophe. Par rapport au sujet de la chute sur les rochers, quel a été l'argument du juge pour ne pas signaler que c'était un cas de force majeure? Et après, il continue la question si ces réponses a été plutôt liée au juge de première instance ou pas, qu'il était dit pour les autres instances. Et ça, c'est la première question. Il y a plusieurs questions. La deuxième. Carolina Barbiza, il a compris que dans l'année 2022 a été modifié l'article 311 du Code des sports. Et par rapport à ces modifications-là, actuellement, on ne peut pas être responsable pour les entreprises pour une chute dans les rochers ici. Si cela c'était le cas, il a compris que n'a été pas permis pour la couverture des assurances. Et si tu peux, s'il te plaît, approfondir un peu plus sur ce point-là. Et moi, je m'ai permis aussi de te faire des questions. Mais a beaucoup fait, m'a fait réfléchir les sujets sur la causalité potentielle. Donc, je voulais te poser la suivante question. Est-ce que tu crois que la question sur la détermination du rôle causal probable affecte la lecture traditionnelle de la causalité en tant que lien certain et direct entre le fait générateur et les dommages? Et deuxième question, par rapport aussi à la causalité dans les omissions, qui également peut-être a des applications à propos de la causalité potentielle et sur les domaines de la responsabilité médicale. Est-ce que tu crois que s'il est possible de démontrer que l'omission du médecin n'est pas augmenter, n'est pas incrémenter les risques du dommage, les professionnels peuvent être acquittés, exonérés dans le juge de responsabilité? Peut-être que c'est une question qui est aussi liée à la responsabilité pénale. Mais en ce moment, nous, on se pose ces questions.
La professora Domínguez. Non, mais peut-être. Peut-être, d'accord. D'abord, Christophe, et après on passe. Oui. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. Il y en a plusieurs. Je vais déjà regrouper les premières, celles autour du rocher, pour bien rappeler que nous parlons de responsabilité du fait des choses. Et la responsabilité du fait des choses, en France, est vraiment générale, c'est-à-dire qu'elle concerne autant les meubles que les immeubles. Donc, la paroi rocheuse sur laquelle on fait de l'escalade, c'est une chose dans ce sens. C'est un immeuble, mais c'est une chose. Alors, bien sûr, quand la pierre se détache, ce n'est plus un immeuble, mais ça a été un immeuble. Et c'est une chose qui est gardée, qui a donc un gardien, parce qu'il y a un propriétaire d'une part, mais là, le gardien n'était pas le propriétaire, était celui qui avait aménagé la voie d'escalade. Donc, c'est bien une chose gardée. Quand l'objet du dommage, quand la chose est en mouvement et rentre en contact avec le siège du dommage, cela établit le rôle actif. Donc, à ce stade, nous avons le rôle actif, parce que mouvement et contact, une chose qui est gardée, donc on a a priori la responsabilité du gardien. Les conditions sont présentes. Maintenant, les questions, c'est la force majeure. Donc, en droit français, mais je crois que là-dessus, il n'y a pas de particularité par rapport au droit chilien. La force majeure, c'est l'événement qui est imprévisible, irrésistible et extérieur au responsable. Ici, pas de problème pour l'imprévisibilité, pour l'irrésistibilité, mais on n'a pas trouvé de force majeure qui expliquait le mouvement de la chose. Donc, la chose elle-même, son mouvement elle-même, n'est pas extérieur au responsable puisque c'est la chose qui les garde. Et c'est là que l'on n'a pas pu accepter la force majeure. C'est pourquoi on a refusé la force majeure, c'était à défaut de ce critère d'extériorité. Je ne connais pas ce qui a été jugé en première instance, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cour d'appel qui a posé cela et que la cour de cassation n'a pas renversé ce qu'avait dit la cour d'appel. Donc, c'est vraiment remonté au plus haut niveau. Effectivement, comme vous le soulignez, il y a eu en 2022 la modification d'un article du Code du sport. Dans cet article, alors, ce n'est pas juste 311, mais c'est 311-1-1. Voilà. Alors, il faut savoir que les associations sportives et les assureurs, d'une manière générale, sont très opposés à la responsabilité du fait des choses, parce qu'ils trouvent cette responsabilité trop générale. Et donc, il y a eu plusieurs règles dans le Code du sport qui visent à dire, attention, dans le sport, on n'utilisera pas la responsabilité du fait des choses. Il y en avait déjà une qui date de quelques années, qui est à l'article 311-1, seulement une fois -1, 311-1, qui est pour écarter cela entre compétiteurs sportifs pour les dommages matériels. Donc, par exemple, une course automobile où on n'applique pas la responsabilité du fait des accidents de la circulation. Pour les dommages matériels entre concurrents, il n'y a pas non plus de responsabilité du fait du chose. Ça sera donc une responsabilité pour faute. Mais ici, on n'était pas dans une compétition sportive et donc il y a eu une grande mobilisation pour faire sortir tous les sports de plein air de la responsabilité du fait des choses. Donc aujourd'hui, avec cet article, si par exemple vous faites du vélo dans la montagne et que vous vous blessez sur un arbre, il n'y aura pas de responsabilité du fait des choses. Est-ce qu'il y a eu un rôle des assureurs? Oui, absolument. Et ça, ce n'est pas la première fois que cela joue. Les assureurs, quand ils voient qu'il y a un risque de contentieux qui augmente, qu'ils vont devoir payer plus, disent on se désengage. Ils l'avaient déjà fait une première fois, enfin, ils l'ont fait plusieurs fois en fait, mais une fois très célèbre, c'était après l'arrêt Perruche. C'était un arrêt où on avait indemnisé un enfant qui était né parce que ses parents n'avaient pas pu avorter. Il y avait une faute médicale qui n'avait pas décelé la malformation de l'enfant.
Et donc là, les assureurs avaient dit, on va faire payer très très cher les médecins qui font des échographies ou on ne va plus les assurer. Ce n'est évidemment pas possible, l'assurance de responsabilité est obligatoire pour les médecins, donc le législateur est venu pour modifier. Et ici aussi, les assureurs se sont plaints et le législateur est venu pour modifier. En plus, dans cette espèce, on était quand même très liés avec des communes. Alors, on touchait un petit peu une responsabilité politique quelque part. Donc, il a été très facile de trouver des relais au Parlement pour faire changer la loi. Pour ce qui est de la causalité potentielle, alors oui, en effet, je suis d'accord avec la remarque. Quand il m'était demandé est-ce que cela remet en cause le lien certain et direct qui doit normalement exister entre le fait générateur et le dommage, absolument. Et certains auteurs estiment que l'on entre petit à petit dans l'ère de la cause probable, que l'on ne peut plus avoir des causes certaines et directes, enfin, dans beaucoup de situations, on ne peut plus trouver de causes certaines et directes. Et donc, on doit rentrer dans une appréciation de la probabilité des causes. Contrairement, par exemple, au droit d'Amérique du Nord, nous n'avons pas en France de règles disant qu'on va retenir un lien de causalité s'il est plus probable qu'improbable ou s'il atteint un certain niveau de certitude. Non, le juge doit aujourd'hui normalement dire « je suis certain qu'il y a ce lien de causalité ». S'il y a un doute dans sa tête, il ne doit surtout pas le faire apparaître dans sa décision. Néanmoins, les contentieux variant, les connaissances scientifiques augmentant, on est de plus en plus dans une logique de probabilité. Moi, mon sentiment, c'est que ce n'est pas une bonne direction, parce que qui dit cause probable, dit réparation partielle. Et je crois aussi que c'est en fait la porte ouverte à une multiplication des contentieux. Dès qu'on aura un doute, on va faire une action en justice, en sachant que l'on ne sera indemnisé que d'une partie de ce que l'on prétend avoir souffert, puisque la cause n'était que probable. Donc, j'ai présenté cette idée de causalité partielle, puisque c'est quelque chose qui, en doctrine comme en pratique, gagne du terrain, mais il me semble que c'est une voie dangereuse dans laquelle on ne devrait pas s'engager, puisque sinon on finira par dire que tout dommage n'est que le résultat de certaines probabilités, et donc qu'aucune victime ne devrait être indemnisée intégralement. Pour ce qui est de la causalité par omission, c'est vrai que c'est fascinant cette causalité par omission, puisque c'est de dire, bien, on estime que c'est le fait de ne pas avoir empêché des causes d'agir qui est une cause. C'est absolument formidable. Alors, appliqué à la responsabilité médicale, il faut faire énormément de distinctions, ce qui rend les choses, à mon avis, complexes. Il y a deux types d'omissions, on va dire, dans la responsabilité médicale. Il y a l'omission de faire un acte particulier, de par exemple commencer un traitement ou de faire une chirurgie alors qu'il aurait fallu la faire. C'est ce que l'on pourrait appeler une faute technique. Et il y a aussi l'omission qui est souvent invoquée, l'omission d'informer des risques d'une opération. Je n'informe pas le risque. Et c'est ce que l'on pourrait plutôt appeler une faute éthique. Dans les deux cas, on peut obtenir une indemnisation, mais qui ne se calculera pas de la même manière. Mais pour ce qui est de la faute technique, d'omission, il y a la question du pénal et il y a la question du civil. La question du pénal, c'est délicat à plusieurs points de vue, puisque quand on va parler d'omission, on va rarement parler véritablement de violence, mais on peut parler d'omission de porter secours. L'abstention de porter secours est une infraction en droit français, mais dans la majorité des droits aussi, j'imagine. Et il est vrai qu'un médecin qui n'apporterait pas son secours peut être condamné en soi pour non-assistance à personne en danger, surtout qu'il a un devoir particulier
de porter atteinte. Et c'est particulièrement sensible actuellement puisque le domaine de la santé va très mal en France. Les services d'urgence ferment la nuit ou certaines journées puisque nous manquons de médecins. Il y a aussi sur les médecins, je fais une petite parenthèse, mais ils essayent souvent de se défendre des responsabilités pénales en disant « nous ne voulions pas mal faire ». Nous avons une ministre qui était médecin gynécologique et qui est accusée de viol. Et les médecins de viol, dans le contexte, c'est une femme dans le contexte d'un examen gynécologique. Et les médecins la défendent en disant on ne peut pas violer quand on est médecin puisqu'on veut bien faire, ce qui juridiquement n'est pas vrai, mais c'est ainsi. En dehors du champ pénal, sur le plan civil, il faut à nouveau distinguer, et c'est important pour cette causalité par omission, puisque nous avons deux systèmes de réparation des accidents médicaux. Nous avons la réparation par la responsabilité et l'assurance en cas de faute médicale, mais nous avons aussi, depuis une loi qui a juste eu 20 ans, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, une indemnisation par la solidarité nationale de l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire l'accident médical qui n'est dû à la faute de personne. Du coup, quand nous avons une omission, et par exemple une omission de surveillance de la part d'un médecin après une opération, on n'a pas suffisamment bien surveillé le malade et il décède d'un arrêt cardiaque ou que sais-je encore. Il va falloir se demander si cette omission est fautive. Dans cette situation, il fallait encore le surveiller. Ou si cette omission n'est pas fautive, puisque l'on pourrait alors estimer que on était suffisamment à distance de l'opération, il y avait malgré tout des choses branchées, il y avait des visites régulières et donc il n'y avait pas à faire forcément cette surveillance. Dans les deux cas, la victime pourra obtenir réparation. Mais en cas d'omission fautive de la part du médecin ou de son assureur, en cas d'omission non fautive de la part de la solidarité nationale. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, certaines questions pour Vincent. Une première, c'est une question mienne. Et si la notion de préjudice extra-patrimonial se limite dans le droit français seulement à l'affectation d'un droit subjectif ou elle inclut aussi l'affectation de l'intérêt extra-patrimonial? Est-ce qu'il y a une seule notion de préjudice extra-patrimonial où il y a un certain débat, non? Et je peux aller un peu plus en arrière. Est-ce que vous avez une seule notion de préjudice où il y a un débat sur la notion de préjudice? Parce qu'ici au Chili, on a deux positions, non? Ceux qui on considère une position subjective, qui est celle qui restreint le préjudice à la seule affectation de droit subjectif, et une notion plus ample, qui est celle qui, en général, suit la jurisprudence et la doctrine au Chili, qui est comprendre que le préjudice comprend l'affectation au droit subjectif et l'affectation à un intérêt extra-patrimonial. Et ça, c'est en particulier important pour la réparation de préjudice extra-patrimonial qui provient de l'infraction contractuelle. Parce qu'en général, les affectations qui dérivent de l'infraction du contrat sont des affectations aux intérêts extra-patrimoniaux, pas seulement au droit subjectif. Non? Ça arrive par exemple pour la responsabilité médicale, mais en général, on va se trouver avec des affectations pas seulement au droit subjectif, plus aux intérêts extra-patrimoniaux qui ont été prévisibles au temps de la célébration du contrat. Donc, ça, c'est une première question. Et une deuxième question aussi pour vous, Vincent, c'est si le développement de l'institution de l'assurance de responsabilité civile a eu une conséquence, a en fait modifié, à votre opinion, la nature de la responsabilité civile.
Une autre question du professeur Pasquale Alperillo, qui est un professeur argentin qui nous suit maintenant, qui est un expert justement en préjudice. Il vous demande quelles sont les différences qu'on peut établir dans le système français entre le préjudice psychique et le préjudice moral. Est-ce que vous avez une distinction? Préjudice psychique. Psychique, oui, et le préjudice moral. Et finalement, une question de Lopez qui demande quel serait l'argument pour établir une présomption dans l'affectation dans les relations familiales. Pourquoi il serait différent de la preuve dans d'autres cas de préjudice? Donc, comment vous arrivez à en faire cette présomption? Il y a une autre question ici. Et ici. Peut-être, si vous voulez, on continue après avec oui. ça. On a 4 plus questions. Alors, sur la définition des préjudices extrapatrimoniaux comme atteinte à un droit subjectif ou seulement à un intérêt extrapatrimonial, alors, je n'ai pas lu beaucoup d'écriture théorique sur la question. En France, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup repensé la notion de préjudice extrapatrimonial depuis toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis 20 ans, en fait. Et il n'y a pas eu de nouvelles réflexions là-dessus. J'ai quelquefois l'impression, il est quelquefois difficile de voir un droit subjectif derrière le préjudice qui est indemnisé. Enfin, quelquefois, on a l'impression quelquefois on crée un peu le droit subjectif extra-patrimonial pour dire qu'il y a un préjudice extra-patrimonial. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y a quelquefois une part d'artifice, en fait. On dit que c'est une atteinte à un droit subjectif qu'on ne connaissait pas avant, mais qu'on découvre à l'occasion de son atteinte. Donc, je pense qu'il y a quelquefois un peu des pirouettes comme ça, mais l'évolution jurisprudentielle de la création de nouveaux postes extra-patrimoniaux n'est pas liée à la découverte d'un nouveau droit subjectif. Le droit subjectif d'avoir une nouvelle immédiate d'un proche qui est pris dans un attentat, ce n'est pas un droit subjectif. C'est bizarre comme chose. Et ce n'est pas pensé comme ça. En tout cas, la jurisprudence a une notion assez ample, mais comme ici au Chili, c'est ce que j'ai pu comprendre, sur toute atteinte. Mais on raffine, en fait, j'ai l'impression, de plus en plus le type de ce qu'a vécu la victime. En fait. C'est vraiment, il y a un point de vue qui est très victimaire, c'est-à-dire on prend qu'est-ce qu'a vécu la victime pour définir ce préjudice. Alors, sur le rôle de l'assurance de responsabilité civile, sur la nature de la responsabilité civile, oui, c'est un élément, mais qui est ancien, qui est bien antérieur au mouvement que j'ai décrit. Le développement des fondements objectifs de responsabilité, des responsabilités en faute, s'explique par l'assurance de responsabilité. Jamais, ce serait très difficile autrement de concevoir les choses. Vraiment, cette extension de la responsabilité civile est liée clairement à l'assurance. Et alors, c'est assez ancien parce que la responsabilité du fait des choses, elle date de la première moitié du XXe siècle. Mais sur des phénomènes plus récents en matière d'accident du travail, c'est très visible de ce qu'on appelle la faute inexcusable en matière d'assurance du travail, qui auparavant n'était pas assurable et du point de vue de l'employeur, il ne pouvait pas s'assurer. Il y avait une définition jurisprudentielle très très stricte. Et le législateur est intervenu pour dire qu'on pouvait s'assurer. Et quelques années après, la jurisprudence a élargi la définition de la faute inexcusable. Et il y a peut-être 10 ans ou plus, je n'ai pas la chronologie en tête, il y a eu un laps de temps assez grand entre le moment où c'est devenu assurable et l'extension de la définition, mais à mon sens, c'est inexplicable autrement que par la présence d'une assurance. Alors, sur la différence entre préjudice psychologique et préjudice moral, alors la terminologie en France est
est assez complexe. D'une part, le dommage corporel, il peut y avoir un dommage corporel, pas des préjudices, un dommage corporel en cas d'atteinte uniquement psychique. Quelqu'un qui, par exemple, une personne qui serait prise, enfin, qui assisterait à un attentat, qui, dans une salle de concert, assisterait, n'aurait aucune blessure physique, mais aurait des atteintes psychiques, un stress post-traumatique, etc., subirait un dommage corporel en tant qu'atteinte psychique et pourrait demander réparation de ses préjudices patrimoniaux, s'il y a eu des frais de santé, s'il y a eu un arrêt de travail suite à ce stress post-traumatique, il y aura des préjudices patrimoniaux et des préjudices extra-patrimoniaux, des souffrances endurées, voilà, qui existent. Mais il existe, d'une manière générale, des préjudices extra-patrimoniaux, pas uniquement en cas d'atteinte psychique. Il existe des préjudices extra-patrimoniaux en cas d'atteinte physique, uniquement physique, évidemment. Les souffrances endurées peuvent être indemnisées pour une souffrance physique. Voilà. Et pour les proches des victimes, on parle de préjudices extra-patrimoniaux principalement, enfin il y a des préjudices patrimoniaux éventuellement, mais et peu importe leur dommage, elles n'ont pas forcément subi un dommage psychique en elles-mêmes. Il n'y a pas de dommage psychique, un deuil non traumatique, le fait de perdre quelqu'un et d'avoir un deuil qui n'est pas spécialement traumatique, il y a un processus de deuil qui est étudié depuis longtemps, qui est connu, cela va être indemnisé même s'il n'y a pas une pathologie dans le deuil particulier. Et la dernière question que j'ai notée, il s'agissait des présomptions en matière de préjudice d'affection, je crois. Alors, je pense qu'il y a un rôle des rapports familiaux. Je pense que les barèmes, les référentiels, en fait, ont abouti à une forme de présomption. Souvent, la plupart des barèmes disent, voilà, en cas de décès du conjoint, le conjoint survivant aura droit à une indemnisation entre tel et tel montant. Ce sont des fourchettes. Mais finalement, cela crée une forme de présomption et c'est très difficile pour le juge de donner moins. Il ne va pas pouvoir exiger la preuve de lien d'affection particulier entre deux époux. C'est logique, voilà. Et sauf, on a eu un arrêt sur des époux en instance de divorce où effectivement on a refusé le préjudice d'affection, c'était il y a quelques années, parce qu'il y avait une procédure de divorce en cours. Mais voilà, peut-être que les époux étaient à la veille de déposer une assignation en divorce, peu importe. Peut-être qu'ils vivaient dans deux pièces séparées, voilà, ou même qu'ils, voilà. Et cela s'est créé en fait par les habitudes, je pense, ces formes de présomption. Mais formes de présomption en matière de préjudice d'affection qui existent, voilà, pour les membres d'une même famille, entre époux, conjoints, concubins, enfants, parents, grands-parents, petits-enfants, ça existe, mais généralement, au-delà de ce cercle restreint, on va exiger la preuve qu'il y a des liens particuliers. L'oncle et la tante, souvent, on va quand même exiger qu'on prouve le lien. Et même par rapport aux grands-parents, souvent, il y a certains référentiels distincts entre les relations distantes avec les grands-parents et les relations plus proches. Donc, par défaut, on va donner seulement le minimum en disant que vous avez une relation qui n'est pas forcément très proche, mais on va pouvoir apporter la preuve d'une relation proche, qu'on voyait les grands-parents régulièrement. Alors, les preuves, c'est quoi? C'est des photos de famille, enfin, je ne sais pas, des témoignages, mais pour prouver le caractère proche des personnes. Et on distingue aussi, et ça c'est assez compréhensible souvent, entre personnes qui vivent sous le même toit et personnes qui ne vivent pas sous le même toit. Par exemple, pour des frères et des sœurs, on va distinguer si les frères et sœurs habitent sous le même toit, et l'indemnisation sera plus importante que s'ils ont fait chacun leur vie de leur côté et qu'ils n'habitent pas dans la même maison. Ça serait très intéressant de pouvoir connaître plus cette différence que vous faites parce que justement ici au Chili, la pratique jurisprudentielle est de donner exactement la même quantité. S'ils sont 3 enfants, 20 millions pour chacun et l'épouse 30. Oui. Et ils le font comme ça. Et, bon,
moi, j'ai essayé toujours de travailler, de montrer que donc, le caractère ou la nature du préjudice extra-matrimonial fait indispensable de faire les distinctions, parce que nous sommes tous différents, et donc on peut avoir la même cause, disons, dans le dommage, mais les conséquences peuvent être très différentes. Il faut faire l'effort pour s'approcher le plus sur l'affectation particulière, et pas faire ces présomptions, disons. Mais en France, on a la même chose. Je n'imagine pas si une personne décède qu'elle a 3 enfants, on donne des sommes différentes à chacun des enfants. Peut-être s'il y a un enfant qui est plus jeune, par exemple, si les 2 aînés sont plus à la maison, mais que le dernier, le plus jeune, habitait encore avec son père, peut-être que là, on aura une différence. Non, mais ici, par exemple, il n'y a aucune importance s'ils sont dans le même toit ou non. S'ils sont proches ou non. S'ils se voyaient tous les jours ou ils se voyaient une fois par an. Mais alors, ce qui est un peu étonnant en France, c'est que généralement, quand on lit une décision, on ne sait pas vraiment quels sont les motifs de la décision. Et il n'y a pas de critères par la Cour de cassation sur l'évaluation du montant. Sur le préjudice d'affection des proches, il n'y a pas de critères par la Cour de cassation sur comment est-ce qu'on prend en compte le fait qu'ils cohabitent, l'âge, etc. En revanche, c'est des critères qu'on trouve dans les référentiels. Les référentiels, eux, distinguent. C'est assez intéressant de voir que les référentiels, alors tous ne distinguent pas en fonction des mêmes choses, mais et puis comme souvent c'est des fourchettes, nos référentiels, des valeurs maximales et minimales, on comprend aussi que la personne, alors, soit le fonds d'indemnisation, soit le juge va moduler au sein de la fourchette en fonction des éléments qu'il a à sa disposition. Et les référentiels ont aidé à avoir plus d'uniformité, ou les cours d'appel, par exemple, ont beaucoup de différences en général, ou ils sont plus uniformes. Il reste des différences. Alors, les référentiels sont d'abord nés par cours d'appel. Donc, chaque cours d'appel avec son référentiel. Donc là, il y avait des différences dans les cours d'appel, mais déjà, les juridictions de première instance avaient au sein de la cour d'appel une même appréciation. Aujourd'hui, il y a un référentiel entre cours d'appel, mais qui reste quelquefois un peu concurrencé par des pratiques ou par des référentiels propres. Enfin, il est, comme c'est tout facultatif, le référentiel, il ne s'impose pas de manière absolue. Moi, je me souviens d'avoir fait, il y a quelques années, un entretien avec une magistrate dans une cour d'appel où il y avait eu un barème de la cour d'appel qui n'était pas mis à jour depuis longtemps. Et donc, elle appliquait en principe le référentiel commun à toutes les cours d'appel, sauf quand son barème était encore plus avantageux. Sur certains postes de préjudice, elle disait, moi, je continue d'appliquer mon barème qui est plus avantageux. Voilà, mais donc les pratiques ne sont pas très uniformes et quand on fait des moyennes, on a quand même l'impression que certaines juridictions sont plus généreuses que d'autres. On a quand même l'impression que certaines cours d'appel, il y a une… Voilà, mais c'est plus de la pratique. Les référentiels aujourd'hui, voilà, ils sont uniques a priori. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ça. Mais juste peut-être une chose, j'ai aussi l'impression que les référentiels, ils influencent beaucoup les avocats. Qu'en fait, l'avocat de la victime va demander la fourchette haute du référentiel, l'avocat du responsable, la fourchette basse, et donc finalement, le juge est obligé de statuer entre les deux. Et peut-être que le juge aurait voulu donner moins ou donner plus que le référentiel, mais finalement, il y a un poste, le déficit fonctionnel, où ce n'est pas par fourchette, c'est un prix du point. Donc en fonction de l'âge et de l'incapacité, il y a un tableau, il y a un prix du point. Et là-dessus, on observe que presque toutes les décisions sont rendues exactement par le calcul du tableau. Mais en même temps, quand on regarde ce que demandent les avocats, c'est ce qu'ils demandent. Donc, c'est la pratique des avocats qui amène à une standardisation de la décision. Et les quelques avocats qui disent « moi, je vous propose un autre calcul, on peut faire les choses différemment », eh bien, ils arrivent à obtenir mieux. Pas toujours, mais quelquefois. Pas toujours, mais… Ça, pour vous illustrer, ici, la pratique est les avocats demandent des quantités parfois irrisoires, non? Très élevées, parce que le montant commence à diminuer suivant les instances. La première instance, après la
deuxième, la Cour d'appel, disons, c'est fréquent qu'elle réunit. Et comme la Cour suprême, disons pas toujours, mais la Cour suprême ici au Chili, comme je vous ai expliqué, elle conserve certaines facultés pour pouvoir faire une révision de montant. Ce n'est pas fréquent, mais elle le fait parfois, elle le réduit. Donc, je dis toujours que les avocats font comme s'ils achetaient un billet de la... Le tombola ou de oui, l'auto. Et donc ils disent je vais avoir termination. Non, finalement, je vais avoir un certain pourcentage. Hein. Alors, la tendance en France, on n'a pas vraiment de statistiques, mais moi j'ai l'impression que les cours d'appel ont plutôt tendance à augmenter. Quand elles révisent, elles ont plutôt tendance à augmenter. Il me semble que dans une étude que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, c'est pas 100%, hein, mais c'est plutôt une augmentation. C'est en fait majoritairement on adopte la même chose. Exactement, c'est majoritairement si on est d'accord avec l'existence de preuves de préjudice, on donne la même chose qu'en première instance, surtout si c'est conforme au référentiel, et éventuellement on augmente. Quelquefois on diminue rarement, mais très souvent on donne la même chose, et exceptionnellement, et plutôt on monte si on fait différemment. Il y a une autre question de Carolina Batista qui signale que ce sont des excellentes présentations. Merci beaucoup. Aussi, le professeur Pasquale Laferriga, qui vous avez entendu, dit merci beaucoup par la réponse. J'ai pu connaître le traitement donné en France et félicitations par ce très magnifique acte académique. Hein? Bon, et Carolina Martins demande si, en relation aux droits extra-patrimoniels, en particulier dans tous ces nouveaux préjudices extra-patrimoniels, et comment la jurisprudence fait la différence dans la façon de prouver ces différents préjudices. Est-ce que ça pourrait avoir une certaine répercussion demandant de la lex actis ou est-ce qu'il y a une différence, par exemple, en dépendance avec la couverture des assurances? Disons, si j'arrive à comprendre, est-ce qu'il y a peut-être une preuve plus stricte, disons ce qu'ils exigent, l'évaluation de la preuve peut être plus stricte en demandant par exemple, s'il y a ou non une couverture d'assurance? Oui, en général, elle veut savoir comment la jurisprudence, disons, identifie s'il y a des différences dans la façon de prouver. Alors, Christophe disait, il y a toujours une assurance en France, mais c'est rarement le débiteur lui-même qui paye, c'est soit une assurance, soit un fonds d'indemnisation. Par exemple, sur le préjudice d'attente des proches, sur le préjudice d'angoisse de mort imminente, cela concerne principalement le fonds d'indemnisation des victimes d'infractions. Le débiteur d'indemnisation, c'est un fonds d'indemnisation qui pourra après se retourner contre l'auteur de l'infraction. Mais la victime a intérêt à d'abord demander au fonds d'indemnisation et après, c'est le fonds d'indemnisation qui paye, qui indemnise la victime et après, il se débrouille avec l'auteur de l'infraction. Alors, il y a eu sur la façon de prouver sur le préjudice d'anxiété en matière d'amiante. Il y a eu une évolution que moi j'ai trouvée assez intéressante. Au départ, les magistrats exigeaient, certaines juridictions exigeaient une preuve véritable de l'anxiété, prouvée par des attestations médicales que la personne avait effectivement une anxiété. Elle était angoissée, médicalement anxieuse à l'idée de pouvoir développer une pathologie. Mais peu à peu, la jurisprudence est devenue de moins en moins stricte dans la preuve à rapporter. Et finalement, aujourd'hui, j'allais dire que le fait d'avoir été exposé à l'amiante suffit presque à avoir un préjudice d'anxiété. Probablement, l'indemnisation sera plus élevée si la personne rapporte des preuves médicales de son anxiété particulière. Mais
la preuve s'est allégée. Et j'ai un peu l'impression que cette diminution de la charge de la preuve est un phénomène qu'on retrouve à propos de plusieurs postes de préjudice, où on va de plus en plus présumer les choses. Alors, sur les deux autres postes de préjudice nouveaux que j'ai listés, alors, sur le préjudice de mort imminente, c'est un petit peu difficile parce que la Cour de cassation n'a pas posé vraiment de critères. Il y a un arrêt important d'une chambre mixte, mais elle ne l'a pas vraiment. C'est un arrêt de rejet et elle n'a pas vraiment défini les critères. Est-ce que la personne qui finalement ne décède pas, mais survit, mais voit sa fin arriver, croit mourir, mais finalement survit après un traumatisme grave, on ne sait pas trop si elle peut demander la réparation de ce poste de préjudice. Ce n'est pas clair. Dans l'arrêt, il n'y a pas de belle définition de ce poste de préjudice. Donc, il y a encore des incertitudes de ce point de vue-là. Il y a eu un effort de définition beaucoup plus important à propos du préjudice d'attente des proches, où la Cour de cassation définit clairement les choses. Il faut qu'il y ait eu la preuve qu'il y ait eu une attente. C'est-à-dire que la victime indirecte ait fait des démarches pour retrouver la personne. Voilà, se soit présentée dans les hôpitaux, ait appelé les services de secours pour essayer de retrouver la personne. Et il faut aussi, et là c'est assez artificiel, parce que la question qui se pose c'est, et si après toute cette attente, elle retrouve son proche qui est en bonne santé, simplement dans la panique, elle n'a pas pu donner de nouvelles. Non, il n'y a pas de préjudice dans cette hypothèse. Il faut que la victime directe, pour pouvoir être indemnisée, il faut que finalement la victime qui était présente sur le lieu de l'attentat ait été soit décédée, soit ait eu une atteinte grave, soit elle était effectivement blessée. Si elle a survécu sans problème particulier, il y aura pas, même s'il y a eu une très forte inquiétude des proches, il n'y aura pas de réparation. Mais encore une fois, ces deux postes de préjudice en matière d'infraction pénale sont à destination du fonds de garantie. Finalement, Caroline Martita demande aussi si les victimes ont une action directe sur les assurances et dans son cas, quelle est la défense des assurances? Oui, les victimes ont des actions directes contre les assurances ou contre le fonds de garantie en matière pénale. L'action est directe et la question c'est est-ce que ça avait des conséquences sur… Comment les assurances peuvent se défendre des actions? Et l'action est directe dans les assurances? Souvent, elles se défendent, elles peuvent faire valoir leurs arguments sur chaque poste de préjudice. Elles argumentent sur chaque poste de préjudice sans beaucoup de difficultés. J'ai pas de… Oui, il y a beaucoup d'exceptions tirées du contrat d'assurance qu'elles ne peuvent pas opposer à la victime. Donc, elles n'ont quasiment pas de défense sur le contrat d'assurance en disant oui. Ça, c'était un cas que l'on ne couvrait pas. D'abord, parce que l'assurance de responsabilité civile est très, très largement répandue en France. Elle est très souvent obligatoire. Et quand elle est obligatoire, c'est souvent avec des montants minimums, c'est souvent avec des conditions, c'est très réglementé. Donc, elle n'arrive pas à se défendre sur le contrat d'assurance en disant « je ne dois pas ma garantie », c'est très, très rare. Donc oui, elle se défend en fait comme si elle était le responsable en disant « je n'ai rien fait, la victime exagère dans ses demandes ». Quelquefois, c'est très institutionnalisé, je pense aux accidents de la circulation, où il y a l'obligation pour les conducteurs d'être assurés, pour les propriétaires de véhicules, d'assurer leur véhicule. Et c'est organisé par la loi, la demande de la victime d'un dommage corporel qui est blessé dans un accident de la circulation, c'est réglementé par la loi sur l'obligation de l'assureur de faire une offre. Il y a une obligation pour l'assureur de responsabilité de faire une offre. Et s'il ne fait pas une offre et que la victime est obligée de saisir une juridiction pour être indemnisée, il pourrait y avoir une sanction pécuniaire de l'assureur. Vraiment une majoration de ce qu'il devra payer parce qu'il a refusé de faire une offre correcte. Donc, c'est vraiment le rapport entre la victime et l'assureur de responsabilité est vraiment institutionnalisé. Et c'est également institutionnalisé, alors pas tout à fait de la même façon, mais en matière d'accidents médicaux aussi. Entre la victime d'un accident médical et l'assureur du médecin, c'est institutionnalisé.
avec aussi en matière médicale un relais en cas d'absence d'assurance ou surtout en matière de responsabilité, enfin d'accès à la circulation. S'il y a un défaut d'assurance, c'est illégal de ne pas être assuré, mais il y a quand même des personnes qui ne sont pas assurées, il y a un fonds d'indemnisation qui vient se substituer à l'assureur du point de vue de la victime, qui va payer, enfin qui va indemniser la victime comme s'il était l'assureur de la personne, puis se retourner contre le responsable pour être remboursé des indemnités qu'il a versées. Bon, merci beaucoup. Merci Christophe, merci Vincent par ces magnifiques expositions. C'est sûr qu'on pourrait être avec vous plusieurs heures. Pour nous, c'est un sujet très, très, très important, comme pour tous les pays, non? Et merci à Benoît par sa parfaite traduction au centre de risque et de l'assurance de notre faculté qui a fait possible cette traduction, et à tous les assistants par votre intérêt, et au professeur Renzo Munita qui en fait a fait possible d'avoir ici aujourd'hui à Christophe Vincent. Merci beaucoup et je souhaite vous revoir dans une autre activité qu'on pourra organiser. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci au public pour son attention, pour ses questions. Et à toute l'équipe technique, ici ou en ligne, qui a permis cela possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.